Je n'ai jamais parlé à mon fils de mon salaire mensuel de 40 000 $, même s'il m'a toujours vu vivre une vie simple. Un jour, il m'a invité à dîner chez les parents de sa femme, qui étaient en visite de l'étranger. J'ai décidé de voir comment il traiterait une personne pauvre en prétendant être une mère fauchée et naïve. Mais dès que j'ai franchi la porte de ce restaurant, tout a changé. Ce qui s'est passé cette nuit-là a dévasté ma belle-fille et sa famille d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et croyez-moi, il le méritait. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Laisse-moi te dire qui je suis vraiment. Parce que mon fils Marcus, à 35 ans, n'a jamais connu la vérité sur sa mère. Pour lui, j'étais toujours juste la femme qui partait tôt au bureau, qui revenait fatiguée le soir, qui cuisinait avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur, juste une autre employée, peut-être une secrétaire, quelqu'un d'ordinaire, rien de spécial. Et je ne l'ai jamais corrigé. Je ne lui ai jamais dit que je gagnais 40 000 $ par mois, que j'avais été cadre supérieur dans une multinationale pendant près de 20 ans, que j'avais signé des contrats de plusieurs millions de dollars et pris des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Pourquoi lui dire ? L'argent n'a jamais été quelque chose que j'avais besoin d'accrocher au mur comme un trophée. J'ai grandi à une époque où la dignité était intérieure, où le silence valait plus que les mots creux. Alors, j'ai gardé ma vérité. J'ai vécu dans le même modeste appartement pendant des années. J'ai utilisé le même sac à main en cuir jusqu'à ce qu'il soit usé. J'ai acheté des vêtements dans des chaînes discount, j'ai cuisiné à la maison, j'ai tout économisé, tout investi et je suis devenu riche en silence. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Le vrai pouvoir observe. Et j'observais attentivement quand Marcus m'a appelé ce mardi après-midi. Sa voix était différente, nerveuse, comme lorsqu'il était enfant et qu'il avait fait quelque chose de mal. Maman, j'ai une faveur à te demander. Les parents de Simone viennent de l'étranger. C'est leur première fois ici. Ils veulent te rencontrer. Nous dînons samedi dans un restaurant. S'il vous plaît, venez. Quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas la voix d'un fils invitant sa mère. C'était la voix de quelqu'un qui demandait à ne pas être gêné, à s'intégrer, à faire bonne impression. Est-ce qu'ils savent quelque chose sur moi ? J'ai demandé calmement. Il y eut un silence. Puis Marcus balbutia, je leur ai dit que tu travaillais dans un bureau, que tu vivais seul, que tu étais simple, que tu n'avais pas grand-chose. Et voilà, le mot simple, comme si toute ma vie pouvait être contenue dans cet adjectif misérable, comme si j'étais un problème pour lequel il devait s'excuser. J'ai pris une profonde, très profonde inspiration. Ok, Marcus, je serai là. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de moi dans mon salon. Des meubles anciens mais confortables, des murs sans œuvre d'art coûteuse, une petite télévision, rien qui puisse impressionner qui que ce soit. Et à ce moment-là, j'ai décidé que si mon fils pensait que j'étais une femme pauvre, si les parents de sa femme étaient prêts à me juger, alors je leur donnerais exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. Je ferais semblant d'être fauché, naïf et désespéré. Une mère qui survit à peine. Je voulais ressentir de mes propres yeux comment ils traitaient quelqu'un qui n'avait rien. Je voulais voir leur vrai visage parce que je soupçonnais quelque chose. Je soupçonnais que Simone et sa famille étaient le genre de personnes qui jugeaient les autres à leur compte en banque. Et mon instinct ne me fait jamais défaut. Le samedi est arrivé. Je me suis habillée avec la pire tenue que je possédais. Une robe gris clair, informe et froissée, du genre qu'on vend dans les friperies. De vieilles chaussures usées, pas de bijoux, pas même de montre. J'ai attrapé un sac fourre-tout en toile délavée, j'ai tiré mes cheveux en arrière en une queue de cheval en désordre et je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air d'une femme brisée par la vie. Oubliable. Parfait. Je suis montée dans un taxi et j'ai donné l'adresse. Un restaurant haut de gamme dans le quartier le plus exclusif de la ville, le genre de restaurant où le menu n'indique pas les prix, où chaque table coûte plus cher que le salaire mensuel moyen d'une personne. Alors que nous roulions, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un mélange d'anticipation et de tristesse. Anticipation parce que je savais que quelque chose de grand allait arriver. Tristesse parce qu'une partie de moi espérait encore avoir tort. J'espérais qu'il me traiterait bien, qu'il serait gentil, qu'il regarderait au-delà des vieux vêtements.
Mais elle, autre partie, celle qui avait travaillé 40 ans parmi les requins de l'entreprise, cette partie savait exactement ce qui m'attendait. Le taxi s'est arrêté devant le restaurant. Des lumières chaudes, un portier en gants blancs, des gens élégants qui entrent. J'ai payé, je suis sorti, j'ai pris une grande inspiration, j'ai franchi le seuil et ils étaient là. Marcus se tenait à côté d'une longue table près des fenêtres. Il portait un costume sombre, une chemise blanche et des chaussures brillantes. Il avait l'air anxieux. À côté de lui se trouvait Simone, ma belle-fille. Elle portait une robe crème sur mesure avec des accents dorés, des talons hauts, ses cheveux parfaitement lisses tombant sur ses épaules. Elle avait l'air impeccable comme toujours, mais elle ne me regardait pas. Elle regardait vers l'entrée avec une expression tendue, presque embarrassée. Et puis je les ai vus, les parents de Simone, déjà assis à table, attendant comme des rois sur leur trône. La mère, Véronique, portait une robe vert émeraude ajustée pleine de paillettes, de bijoux sur son cou, ses poignets et ses doigts. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon élégant. Elle avait ce type de beauté froide et calculée qui intimide. À côté d'elle se trouvait Franklin, son mari, un costume gris impeccable, une montre géante au poignet, une expression sérieuse. Ils avaient tous les deux l'air de sortir d'un magazine de luxe. Je marchais vers eux lentement, à petits pas, comme si j'avais peur. Marcus m'a vu en premier et son visage a changé. Ses yeux s'écarquillèrent. Il m'a regardé de haut en bas. Je l'ai remarqué en train d'avaler. « Maman, tu as dit que tu viendrais. » Sa voix semblait inconfortable. « Bien sûr, mon fils, me voici. » Je souris timidement, le sourire d'une femme peu habituée à de tels endroits. Simone m'a salué avec un rapide bisou sur la joue. Froid, mécanique. « Belle-mère, ça fait plaisir de te voir. » Ses yeux disaient le contraire. Elle m'a présenté à ses parents sur un ton étrange, presque d'excuse. « Papa, maman, c'est la mère de Marcus. » Véronique a levé les yeux, m'a étudié et à cet instant, j'ai tout vu. Le jugement, le dédain, la déception. Ses yeux ont parcouru ma robe froissée, mes vieilles chaussures, mon sac en toile. Au début, elle n'a rien dit, elle a juste tendu la main. Froid, rapide et faible. Un plaisir. Franklin a fait la même chose. Une faible poignée de main, un faux sourire, charmé. Je me suis assis sur la chaise au bout de la table, la plus éloignée d'eux, comme si j'étais un invité de seconde zone. Personne ne m'a aidé à retirer ma chaise. Personne ne m'a demandé si j'étais à l'aise. Le serveur est arrivé avec les menus élégants et lourds écrits en français. J'ai ouvert le mien et j'ai fait semblant de ne rien comprendre. Véronique m'observait. « Avez-vous besoin d'aide avec le menu ?» demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oui, s'il vous plaît. » Je ne sais pas ce que ces mots signifient. Ma voix était petite, timide. Elle soupira et commanda pour moi. « Quelque chose de simple, dit-elle. Quelque chose qui ne coûte pas trop cher. On ne veut pas en faire trop. » La phrase est restée en suspens. Franklin a hoché la tête. Marcus a détourné le regard. Simone a joué avec sa serviette. Personne n'a rien dit. Et j'ai juste regardé. Véronica a commencé à parler de choses générales, du voyage depuis l'étranger, de la fatigue du vol, de la différence avec ce qui se passait ici. Puis elle a subtilement abordé la question de l'argent. Elle a mentionné l'hôtel où ils logeaient, $1000 la nuit. Elle a mentionné la voiture de luxe qu'ils avaient louée, évidemment. Elle a mentionné les magasins qu'ils avaient visités. Nous avons racheté quelques petites choses. Rien de spécial, juste quelques milliers. Elle a parlé en me regardant, s'attendant à une réaction, à ce que je sois impressionnée. J'ai simplement hoché la tête. C'est gentil, ai-je dit. C'est charmant, a-t-elle poursuivi. Tu sais, Ara, nous avons toujours été très prudents avec l'argent. Nous avons travaillé dur. Nous avons bien investi. Maintenant, nous avons des propriétés dans 3 pays. Franklin a de grandes entreprises et je supervise nos investissements. Elle a souri d'un air supérieur. Et toi, tu fais quoi exactement? Son ton était doux mais venimeux. Je travaille dans un bureau,
répondis-je en baissant les yeux. Je touche à un peu à tout. De la paperasse, du classement, des choses simples. Véronica échangea un regard avec Franklin. Ah, je vois. Du travail administratif. C'est bien. C'est honnête. Tous les emplois sont dignes, non? Bien sûr, répondis-je. Le repas arriva. D'énormes assiettes avec des portions minuscules, toutes décorées comme des œuvres d'art. Véronica coupa son steak avec précision. Ça coûte 80 $, dit-elle. Mais ça vaut le coup. La qualité, ça vaut le coup. On ne peut pas manger n'importe quoi, n'est-ce pas? J'acquiesçai. Bien sûr que tu as raison. Marcus essaya de changer de sujet, parlant de travail et de quelques projets. Véronica l'interrompit. Mon fils, ta mère vit seule? Marcus acquiesça. Oui, elle a un petit appartement. Véronica me regarda avec une pitié feinte. Ça doit être difficile, non, de vivre seule à ton âge sans beaucoup d'aide?